Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans. Ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette 13e interview avec Evor. Bonjour Evor, Bonjour, hein. comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Un petit peu d'appréhension parce que voilà, j'ai jamais fait d'interview et parce que à l'oral, je suis pas vraiment. J'ai tendance à bafouiller un petit peu, mais je vais essayer de m'en sortir. Ça va bien se passer. Je ne mange pas. Enfin, j'en ai pas Bon, encore mangé une seule, donc tout va bien. tout va bien. Alors aujourd'hui, pour la 13e, tu vois, c'est moi qui bafouille. Pour la 13e interview, donc on va apprendre à te connaître. Alors, Ouais, Evor, alors moi j'ai fait mes petites recherches, enfin on m'a aidé un peu à faire des recherches. Donc tu es arrivé le 5 novembre 2015, donc ça va faire bientôt 9 ans. Et tu es prêtresse depuis le 20 mars 2020, donc ça fera bientôt 4 ans. c'est Donc ça. voilà, Alors je suis arrivée c'est un tout petit ce que peu je sais. avant. Ouais, je suis arrivée un petit peu avant. Ça s'appelait encore l'Ordre du Lotus. Alors, je D'accord. sais plus si c'était 2007 ou 2008 ou 2009, je crois, mais j'ai pris une pause assez longue entre-temps et je suis revenue après en 2015. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, qui es-tu et ben, raconte-nous un petit peu, voilà, fais-nous découvrir, fais-nous rêver. Alors, je m'appelle Virginie. J'ai un petit garçon Bran de 5 ans. Je vis avec lui et mon compagnon dans le sud-ouest de la France, à Verdun, un petit bled qu'on aimerait bien quitter, voilà, pour partir à l'aventure. Actuellement, je ne travaille pas. Je suis maman. Je pense que c'est déjà un boulot à plein temps. Et maintenant, en reconversion professionnelle, je tends à me diriger vers autre chose. J'ai toujours travaillé un petit peu dans le milieu de la nuit et du bar, de la musique. Et j'aspire à d'autres choses. Voilà, un petit peu pour la présentation. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait amener à faire le cheminement à l'OD du coup, ou à l'EMB? Alors, en fait, depuis l'enfance, je me suis toujours, j'ai toujours ressenti une sorte d'emprisonnement, une sensation d'être confinée dans une cage, alors que j'avais l'intime conviction qu'il y avait un monde différent, un truc à inexplorer, qui attendait quelque part. J'avais envie de sortir des sentiers balisés, à explorer des horizons inconnus, et puis je sentais qu'il se passait quelque chose, quoi. J'avais l'intime conviction qu'il y avait des dieux, et déjà un dieu, parce que j'ai eu une éducation un petit peu à travers de mes grands-parents et arrière-grands-parents catholiques, parce que mon père, lui, était plutôt anarchiste, et ma mère est une passeuse, en fait. C'est elle qui, pour le côté spirituel, je pense que c'est elle qui m'a un petit peu amenée sur cette voie-là. Mais petite, déjà, je voulais faire bonne sœur. Voilà. Et, j'ai toujours une curiosité dévorante pour tout ce qui est panthéon, spiritualité, etc. Puis la maison était remplie de livres et ça a commencé à éveiller mon intérêt déjà d'une part pour l'Inde, pour sa culture, sa spiritualité, et puis ensuite ça a été les mystères de la forêt de Brocéliande, toujours dans l'enfance. Et puis c'est là que tout s'est révélé un petit peu à moi sur les chemins du Val sans retour à Brocéliande. L'amour pour la terre-mère, et puis ma rencontre avec Morgane Lafay, je me prenais pour Morgane Lafay, j'arpentais les chemins comme ça, en compagnie d'elle et de la vouivre. Et puis après, je me suis intéressée aux civilisations celtiques.
Et puis, vers l'âge de 17 ans, j'ai rencontré la Morrigan, une déesse celte. Et puis, ça a été un événement, ça a été un tournant dans ma vie. Alors, je me suis plongée dans l'étude du druidisme, hein, de la Wicca, mais je me suis rapidement, encore une fois, sentie renfermée dans une boîte avec une sorte d'étroitesse, des dogmes imposés, quoi. Et je désirais une spiritualité plus libre, plus en accord avec ma quête personnelle. Et puis à l'époque, les infos sur la Morrigan, alors il y avait pas mal de trucs sur la mythologie celte, dont Jean Marcal, que j'ai même rencontré, mais enfin bon, il y a deux, trois trucs à laquelle j'adhère pas trop. Et on n'avait pas grand-chose sur le culte des dieux celtes à l'époque, donc ben, j'ai appréhendé son culte un petit peu toute seule, quoi, en travaillant avec mes intuitions, mes propres besoins spirituels. Et puis, euh, et puis voilà. Puis un jour, j'ai eu besoin de partager. J'avais besoin de trouver d'autres personnes qui, comme moi, se tournaient vers le paganisme. Et je suis tombée par accident sur l'Ordre du Lotus, à l'époque sur le site de l'Ordre. Et ben, je me suis inscrite et me voilà. Voilà. Par accident, j'aime bien. Ouais, par accident. Au petit phénomène de synchronicité, plutôt. Voilà. Alors du coup, ton cheminement, donc tu as raconté un peu de voilà de ta comment tu étais à l'enfance un petit peu, mais est-ce que entre maintenant et après, enfin je veux dire au moment où tu es rentré dans l'ordre, euh, est-ce que tu vois une transformation? Est-ce que tu vois quelque chose qui a changé ou des visions, enfin une vision des choses qui ont changé ou certaines choses se sont peut-être plus intensifiées ou comment ça se passe au niveau des transformations qu'il y a pu avoir? Bah, déjà, en rentrant dans l'ordre, à l'époque, j'ai trouvé ça super parce que c'était vraiment j'avais vraiment cette sensation-là, ce truc de sororité, en fait. Je me suis tout de suite bien entendue avec tout le monde et on n'était pas éparpillés sur les réseaux à ce moment-là. C'était beaucoup plus simple et on avait on avait un forum et c'était vraiment, voilà, on retrouvait tout le monde au coin du feu, quoi. C'était vraiment sympa. Et puis, bah, moi qui avais l'habitude de bosser seule, et là, on m'a donné un petit peu un fil conducteur, mais tout en me laissant explorer seule. Donc, et j'ai toujours pensé, en fait, que ben, la déesse, en fait, elle a de multiples visages. Je ne vois pas chaque déesse comme étant une déesse à part entière. Je pense que Déa a de multiples visages. Et j'ai pu travailler ça avec l'ordre et j'ai pu commencer parce que j'ai toujours été auprès de la Morrigan, et grâce à l'ordre, j'ai pu m'ouvrir à d'autres panthéons. J'ai pu m'ouvrir à d'autres façons de penser, à d'autres façons de faire, et c'est super, quoi, parce que dans cet ordre-là, on n'a pas de dogme. On est vraiment invité à penser par soi-même, à ritualiser par soi-même, à faire les choses par soi-même. Et ça m'a vachement plu. J'ai trouvé ça super. Et puis le fait de ne plus me sentir seule, d'avoir trouvé cette sororité, pour moi, ça, c'était vraiment génial, quoi. Est-ce que est-ce qu'il y a une répercussion qu'il y a eu au lieu, enfin, sur ta famille ou sur toi, ça a fait des changements dans ta vie un peu? Alors sur ma famille, non, pas tellement. En revanche, aujourd'hui, seulement depuis 2 ans, dans mon travail, j'ai, un- j'ai, je me sens appelée par une voix. Alors, je peux malheureusement pas trop en parler parce que c'est en fait, bon, pour être clair, hein, ça n'a strictement rien à voir avec l'école. D'ailleurs, dans l'ordre, nous n'en parlons pas. Mais je me suis intéressée, pardon, aux poisons et aux antéogènes. Mm. Et, je suis actuellement une psychothérapie assistée par les psychédéliques. Alors, je répète encore une fois, avec l'école, il n'y a absolument aucun rapport avec les antéogènes, nous n'en parlons même pas. Mm. Mais moi, dans mon cheminement personnel, j'ai été amenée à m'y intéresser et aujourd'hui, je vais suivre une formation pour assister les gens qui se fait au Canada et j'ai eu le plaisir de voir hier que enfin en France, ça y est, on s'y intéressait, qu'il y avait eu les premiers tests d'effectués à Paris, à Lyon et notamment à Toulouse aussi. Mm. Voilà. Donc
Oui, dans mon travail, là, ça va changer pas mal de choses. Là, dans le futur, pas actuellement, mais ouais, ouais. Disons que la graine est plantée et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Est-ce que au cours de ton processus, enfin de ton cursus entre Dea Sapienza et Mystica, est-ce que tu as vécu des grandes difficultés? Ça peut être des leçons ou des Oui, exercices ou des choses qui ont été très très dures, enfin, est-ce que tu veux nous raconter? Enfin voilà, comment ça s'est passé ouais. pour toi? Alors là, de mémoire, il y a eu deux leçons qui m'ont posé problème. Euh, la leçon de la menthe, j'ai eu énormément de mal à la réaliser et encore aujourd'hui, je dois y revenir assez régulièrement. C'est un archétype qui m'a posé pas mal de problèmes, mais celui qui m'a fait galérer vraiment, c'est l'archétype de la mère. Et il m'a tellement fait trébucher, je me suis tellement cassé la gueule que j'ai même pris une pause de 4 ans. Ben, c'est la fameuse pause dont je parlais tout à l'heure. Je suis partie, j'y arrivais pas, je me suis dit je n'y arriverai jamais. Et puis finalement, je suis revenue, j'ai bossé, mais bon, comme quoi, ouais, c'est non, il y a des leçons qui sont un peu délicates, un petit peu délicates, parce qu'on travaille vraiment sur soi, quoi. C'est un truc, c'est intense. Si on fait les choses correctement, ça peut être très très intense et ça peut amener à de grands bouleversements. Et ça a été le cas. Et c'est encore des leçons, hein, tu vois, les archétypes, c'est assez loin. Il y a quelques années maintenant, mais c'est des leçons qui méritent toujours qu'on s'y repenche encore à l'heure actuelle, quoi, qui méritent d'être travaillées en continu. Ouais. Mais ouais, de mémoire, c'était vraiment la menthe et la mer. C'était ouais, vraiment galère. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais, après Dea Sapienza, de faire Dea Mystica? Alors Quel en a fait, je été suis arrivée, il n'y le avait pas choix? des Sapienza. D'accord. Ouais, ça n'existait pas encore, il n'y avait pas ces leçons-là. C'était directement, on attaquait directement avec les archétypes. D'accord. Bon, comme ça. En revanche, à la fin de Dea Sapienza, je suis revenue, Namibie m'a fait revenir sur certaines leçons de Dea Sapienza, notamment les pierres, les herbes, voilà. Mais j'ai pas fait Dea Sapienza, j'ai pas fait tous les panthéons et tout ça, malheureusement, j'ai pas fait ça. Si tu veux, tu peux les refaire. Mais oui, mais oui. C'est une idée. Ah, là, je bosse sur mon second degré de prêtrise. Donc, mais à un moment donné, ouais, je m'y pencherai, c'est certain. Alors, à quel moment tu as compris ou trouvé ta déesse patronne? À quel moment ça s'est fait et dans quel état Bah, en t'étais? fait, ma déesse patronne, elle est arrivée, j'avais 17 ans, en fait. J'ai jamais lâché l'affaire, c'était la Morrigan, quoi. Bien avant de trouver l'ordre, bien avant de faire partie de cette communauté et tout, c'était la Morrigan. Alors, j'ai réussi un petit peu, grâce aux leçons des archétypes et tout ça, m'éloigner un petit peu d'elle, mais enfin, elle avait quand même le grappin sur moi. Moi, j'ai jamais pu faire autrement qu'être auprès d'elle. Enfin, elle m'a pas laissé le choix, en fait. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que nos dieux nous laissent pas trop le choix. J'aurais aimé, moi, je me serais tournée vers d'autres déités si j'avais pu. Bon, maintenant, je pense qu'elle me laisse un peu plus de mou. Mais ouais, j'ai toujours su que c'était elle. Donc là, ouais, c'est un petit peu. Là, je peux pas aider grand monde sur cette question parce que la Morrigan était déjà là, quoi. Elle a toujours été là je faisais toutes ces recherches et notamment, je suis arrivée dans cette école parce qu'elle était là et voilà. Et alors, raconte-moi ton début de parcours en tant que prêtresse. Alors, mon début de parcours en tant que prêtresse, euh, alors déjà, c'est rigolo parce que je ne me sentais pas légitime. Je pense que ça arrive à nombre d'entre nous. Mais ouais, je me sentais pas légitime. J'avais l'impression et encore aujourd'hui, oui, je suis prêtresse au sein de l'ordre, mais c'est qu'un titre en fait. Je pense que il y a peut-être des aspirantes, comme on les appelle dans notre communauté, qui sont tout autant prêtresses que moi. Voilà. Je pense que après c'est comment on le vit dans le quotidien. Alors moi, dans mon quotidien, c'est
Bah, j'ai des petits rituels. Je suis la roue de l'année plus ou moins. Il y a des fêtes qui m'interpellent plus que d'autres, des fêtes que j'aime et d'autres qui me laissent un petit peu indifférente. Après, c'est dans la vie de tous les jours. Par exemple, quel exemple donner? Une douche qui peut vite se transformer en une purification. Alors, je ne dis pas que je me douche à la bière et que je me frotte au sel, hein, mais je transforme ça en une purification. La vaisselle, c'est un moment de communion avec l'eau. Voilà, c'est et puis, un moment en forêt, laisser une petite offrande, avoir un moment de prière. Alors, je suis très adepte de la prière, hein. Je me pose au moins une fois, si c'est pas devant l'autel, c'est en campagne mais je prie beaucoup. Je prends du temps mais comme je te disais tout à l'heure, à l'époque, on n'avait pas grand-chose moi, j'avais pas grand-chose à lire sur la Morrigan et tout ça, et donc j'étais obligée de faire un petit peu au feeling. Et c'est grâce à la prière et à l'écoute assidue que j'ai pu apprendre sur elle et constater par la suite que je m'étais pas tellement plantée. Donc voilà, c'est des moments de communion intense, et la prêtrise a renforcé ça, a renforcé ce truc-là. Et aussi, ce que j'ai bien aimé avec la prêtrise, c'est pouvoir devenir mentor également, parce que mentorer, c'est des super échanges. Alors encore une fois, être mentor, ça veut pas forcément dire j'en apprends tout autant de mes aspirantes. Je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie pour moi, prêtresse, mentor, machin, aspirante et tout. Non, on est tout au même niveau. Mais ça a été un petit truc de la prêtrise qui m'a plu aussi de pouvoir essayer de guider un petit peu, d'apporter à d'autres filles. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour celles et ceux qui voudraient suivre justement la prêtrise, cette voie? Oui, eh bien, bah déjà de pas se prendre la tête. Je vois souvent, enfin, je lis souvent et tout ça des grosses prises de tête. Quelle déesse prendre, comment faire. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, on donne trop d'importance. Alors, il y a cette foule de réseaux sociaux avec depuis quelques années, alors, il y a 50-50, hein, c'est bien, c'est pas bien, mais avec ce revival, cette mode de la sorcière qui fait que on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, moi, j'ai lu ceci et moi, j'ai lu cela. Il existe notamment, je parle de la Morrigan parce que voilà, c'est ma prima dame, mais il existe des livres et les livres se contredisent et on se fout sur la gueule sur Instagram parce que ça c'est bien et ça c'est vrai et ça c'est pas vrai. Non, stop, il faut arrêter un petit peu tout ça. Les livres, c'est parfait, hein, je suis une adepte du livre et tout, les réseaux sociaux un peu moins, mais c'est bien de repousser un petit peu tout ça aussi et de se faire confiance, de faire confiance aux dieux et de les écouter davantage plutôt que de lire et de faire par rapport aux expériences des autres. Ça, je trouve ça hyper important. Et puis parfois aussi sortir un petit peu. C'est ça qui est chouette dans notre communauté, dans notre école, c'est que on a un fil conducteur, mais on a le droit de sortir des sentiers battus. Si un exercice n'est pas écrit comme toi tu souhaiterais pratiquer le rituel, ou si eh ben tu peux l'arranger à ta sauce, tu peux transmuter tout ça pour en faire quelque chose à, à, à tes besoins, quoi. Mm. Voilà. Faut s'adapter, faut créer, quoi. Voilà. Faut pas hésiter à faire comme il nous plaît, quoi. Et puis, un dieu ou une déesse pourra agir d'une façon avec toi et d'une autre façon avec quelqu'un d'autre. Parce que vous aurez peut-être pas besoin des mêmes choses. Donc, c'est pas la peine de s'en prendre à tel ou un tel parce que lui, il a ressenti ça avec un dieu et pas toi. Et, enfin, voilà. C'est de se faire confiance et surtout faire confiance aux dieux et moins à ceux qui en parlent. Voilà. C'est vrai. Merci. Est-ce que pour conclure, tu aurais un petit mot de la fin ou une phrase, quelque chose enfin, que tu voudrais partager? Euh, ben le voilà, le fameux grand blanc. Mais non. Est-ce le requin? Non, je ne sais. Ben, ouais, j'appuierai encore sur cette partie-là, se faire confiance.
pas se prendre la tête, ne pas hésiter à faire des pauses de temps en temps si ça s'impose, à prendre le temps de cheminer. C'est pas une course, c'est pas ouais, on n'a pas besoin de se comparer aux autres non plus. Il faut rester soi-même, en fait, je crois. Et encore une fois, faire confiance au Dieu. Je pense que fort souvent, moi, j'aurais bien aimé avoir une déesse comme Sarasvati, comme Kiridwen, voilà. Mais je crois qu'on ne choisit pas. Voilà. Je crois souvent que ce sont les dieux qui nous choisissent. Et puis un jour, Camille Ripen m'a dit, mais tu trouves pas que tu es un petit peu la Morrigan? Et c'est vrai que parfois on retrouve beaucoup nos dieux dans nos traits de caractère, qu'on détient une petite part d'eux. Donc encore une fois, se faire confiance et voilà. Je crois que se faire confiance et faire confiance en nos dieux, je crois que c'est ouais pour la fin, c'est une chouette conclusion. Merci beaucoup. Je t'en Merci prie. d'abord pour ton partage. Et puis, euh, et puis ben, je vais, euh, je vais méditer sur ce que tu viens de dire. C'est vrai. Ouais. C'est Ben, vrai. merci à toi, Le Aurore, cerveau. d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci. Gros bisous et puis bah, belle journée. Merci à toi aussi.